par des déclarations, par des chiffres, par des données tout à fait précises. Nous avons pu aussi démontrer que le Fonds monétaire international, pour pouvoir participer au mémorandum de mai 2010, a violé ses propres statuts. C'est-à-dire que les conditions dans lesquelles statutairement le FMI prête de l'argent à un pays n'ont pas été respectées, et ce, de manière délibérée au su de tous les membres de la direction du FMI. Le FMI ne peut prêter à un pays que si, en prêtant à ce pays, le remboursement de la dette, dans un délai raisonnable, devient soutenable. Or, le FMI, quand il a prêté à la Grèce, dans des documents internes auxquels nous avons eu accès, disait lui-même, en 2010, que la dette grecque allait passer de 115% du produit intérieur brut à 150% du produit intérieur brut en 2013. Et donc la dette grecque allait devenir insoutenable, notamment suite aux nouveaux crédits octroyés par le Fonds monétaire international pour 30 milliards, 14 États, 13 États de la zone euro pour 53 milliards, et le reste via le Fonds européen de stabilité financière, pour un montant total d'environ 220 milliards de crédits à la Grèce qui se sont ajoutés à la dette grecque. Le mémorandum a été appliqué, ces prêts ont été conditionnés, comme vous le savez tous, à des mesures brutales, parfaitement définies. Les prêts sont octroyés à la condition de modifier telle loi du travail, tel système de retraite, afin de privatiser telle entreprise, afin d'augmenter la TVA d'autant de pourcents, afin de fermer des hôpitaux, afin de fermer des écoles. Donc des conditions très clairement définies par les créanciers. Quand on peut prouver un lien entre le prêt octroyé et les conditions imposées, on rentre, comme je le disais tout à l'heure, dans la catégorie de dette odieuse, et pas simplement de dette illégitime. On a des dettes illégitimes si on contracte des dettes publiques pour satisfaire les désirs des banquiers privés, minorités privilégiées, qui socialisent leurs pertes. On a une dette illégitime. Elle peut être illégale selon la forme dans laquelle elle a été émise. Elle n'est pas nécessairement odieuse. Dans le cas grec, elle était illégitime, illégale et clairement odieuse suite aux conditionnalités imposées, des conditionnalités qui étaient imposées alors que selon les documents des propres créanciers qui octroyaient les prêts, ils savaient parfaitement l'impact social dramatique que ça allait créer, et ils savaient aussi, comme je viens de le dire, que la dette atteindrait un niveau insoutenable, notamment parce que les politiques dictées allaient aboutir à une récession profonde de la Grèce. Vous savez certainement comme moi que le produit intérieur brut de la Grèce a baissé de 25% entre 2010 et 2015. Et la dette est passée effectivement de 115% du produit intérieur brut à aujourd'hui environ 180% du produit intérieur brut. Il y a une restructuration de la dette en 2012. En 2010, les banquiers qui devaient être sauvés ont obtenu que les créanciers prêtent à la Grèce sans qu'on réduise la dette grecque. Si on avait réduit la dette grecque en 2010, comme la Grèce
devait sa dette aux banques. Les banquiers, en 2010, ces banquiers français et allemands, auraient dû accepter, dans le cadre d'une restructuration de la dette, des pertes. De manière délibérée, le mémorandum de 2010 a été déconnecté et a exclu une réduction de la dette, de manière à donner le temps aux banquiers français et aux banquiers allemands de revendre leur titre de la dette grecque, de se désengager de la Grèce, de revendre les banques grecques qu'ils avaient achetées quelques années auparavant dans le cadre des privatisations, donc de se sortir d'affaires, permettant ensuite une restructuration de la dette grecque, qui est intervenue 2 ans plus tard, en mars 2012. Entre-temps, comme je viens de le dire, les banquiers français et allemands avaient revendu leurs titres, et qui, notamment, les avait achetés? Les banques chypriotes, qui, croyant en faire une bonne affaire en rachetant des dettes à du 40-50%, ont en fait une très mauvaise affaire et l'ont payé très durement en 2013, quand ils ont eu les effets de la restructuration de 2012. Mais il y a un autre secteur qui a fait les frais de la restructuration de la dette de 2012. Ce sont les fonds de pension privés et publics. L'État a utilisé les liquidités du système de sécurité sociale pour acheter des titres de la dette grecque dans les 2 mois qui ont précédé la restructuration de la dette grecque de mars 2012. Donc alors que les banquiers privés étrangers et les banquiers grecs privés revendaient les titres grecs, l'État grec achetait lui-même via le système de sécurité sociale les titres grecs dont se débarrassaient les banquiers privés. Or, ces titres grecs en mars 2012 ont été soumis à une réduction de 53% de la valeur. Quand on vous explique aujourd'hui, quand vous entendez les dirigeants européens dire, et des dirigeants estoniens ou des républiques qui font la leçon, des pays qui font la leçon à la Grèce et qui disent « mais votre système de sécurité sociale est insoutenable parce que vous faites des cadeaux aux retraités grecs », ce qu'on ne dit pas à l'opinion publique, c'est que les fonds de pension et le système de sécurité sociale grec a perdu 53% de la valeur des actifs du jour au lendemain par l'opération de restructuration de la dette grecque. Des travailleurs grecs de la ligne aérienne Olympic Airways qui avaient été fermés pour être vendus par morceaux et qui avaient reçu des titres de la dette grecque comme indemnité de licenciement ont aussi vu leur petit capital d'indemnité de licenciement réduite de 53%. Donc vous voyez ceux qui ont pu se retirer de l'affaire grecque et ceux qui ont été pris dans le piège de la dette grecque et ont subi la décote. Bon, c'est dans ce contexte, je passe pour arriver à cette année, que Syriza, avec un programme anti-austérité, gagne les élections du 25 janvier 2015. Et dans la démarche de Syriza, il y avait depuis 2012 la promesse ou l'engagement de réaliser un audit de la dette et de suspendre le paiement de la dette pendant cet audit. C'était dans le programme électoral de 2012 qui avait généré un grand succès électoral pour Syriza, puisque Syriza était passé de 4% aux élections de 2009 à 27% aux élections de 2012, avant d'obtenir la grande victoire du 25 janvier 2015, où Syriza a atteint 36 ou 37%. Syriza avait un programme anti-austérité et voulait une renégociation de la dette grecque et disait appuyer un audit.
Syriza est entré dans la négociation tout de suite avec les créanciers européens qui ont dit, et avec le FMI, qui ont dit il n'est pas question d'ouvrir une négociation sur la dette grecque. Il n'y aura pas, à court ou moyen terme, de réduction de la dette grecque. Tout ce qu'on peut négocier, c'est une prolongation de quelques mois du programme actuel et la mise en œuvre par vous de mesures nous montrant, à nous créanciers, que vous, le gouvernement de Tsipras, vous restez sur les rails des politiques néolibérales. Là, je pense qu'il y a eu une erreur fondamentale de la part de la direction du gouvernement de Tsipras. Ça a été d'accepter d'entrer dans cette logique-là et de signer le 20 février 2015 un accord avec l'Eurogroupe qui disait que la Grèce, le gouvernement grec, acceptait de continuer les remboursements aux créanciers selon le calendrier prévu et de présenter à l'Eurogroupe des propositions de réforme soumises à son acceptation et qui conditionnaient la libération de certains montants financiers de la part des créanciers, des montants qui étaient prévus dans le cadre du mémorandum et qui n'avaient pas encore été remis à la Grèce. Pendant 5 mois, le gouvernement de Tsipras a négocié avec les créanciers européens sans que les créanciers européens déboursent le moindre euro, alors que le gouvernement de Tsipras, entre février et le 30 juin 2015, a remboursé 7 milliards à ses créanciers. Et a finalement été amené à ce que j'appelle la capitulation du 13 juillet 2015, à signer un nouvel accord pour un 3e mémorandum impliquant de nouvelles conditionnalités qui s'ajoutent aux précédentes, qui vont amener Syriza à renoncer à certaines mesures prises démocratiquement pendant les 6 premiers mois de l'année et à appliquer donc des doses d'austérité beaucoup plus fortes et, comme vous le savez, à garantir aux créanciers par un fonds de privatisation d'avoir une nouvelle vague radicale de privatisation pour réunir 50 milliards d'euros qui iront immédiatement au remboursement des créanciers. Il faut savoir que le fonds de privatisation, l'argent des privatisations va sur un compte bancaire bloqué par les créanciers européens, contrôlé par les créanciers européens. Et 100% des montants provenant des privatisations quittent immédiatement le pays vers les créanciers. Rien ne rentre, aucun montant des privatisations ne rentre dans le budget grec. Pendant ces mêmes 6 mois, a démarré un débat dans Syriza et dans les institutions en Grèce. Et la présidente du Parlement grec a institué une commission d'audit en me confiant la coordination scientifique de cette commission d'audit. C'était suite à un contact entre elle et moi, réalisé à la mi-février 2015, 10 jours après qu'elle ait été élue présidente du Parlement grec. Elle m'a chargé de composer une commission, et donc j'ai proposé les membres de cette commission. On a parlé tout à l'heure de Michel Husson. Michel Husson, économiste français, était membre de cette commission. Il y avait 15 étrangers provenant de 11 pays différents et 15 Grecs. Avec comme profil, nous avions des juristes internationaux spécialistes en droit international, des juristes spécialistes en droit constitutionnel, des juristes spécialistes en droit privé, des économistes, des auditeurs de comptes et à la fois des délégués de mouvements sociaux.
Nous avons travaillé 2 mois et demi sous les auspices du Parlement grec. Et lors de notre première séance, la séance publique officielle, le 4 avril, sont venus apporter leur soutien à nos travaux le Premier ministre Tsipras, le président de la République, les plus hauts magistrats et la majorité des membres du gouvernement grec, dont Yanis Varoufakis. Nous avons travaillé d'une manière ardue et produit un rapport qui a été rendu public les 17 et 18 juin 2015. Ce que nous avons constaté, c'est que la logique dans laquelle le gouvernement de Tsipras se laissait entraîner par les créanciers l'amenait à ne pas utiliser nos travaux. Et donc à aucun moment, si vous avez suivi la négociation, à aucun moment, Tsipras ou Varoufakis n'ont mis en question la légitimité, la légalité et le caractère odieux de la dette grecque. Ils ont à un certain moment parlé de la soutenabilité financière du remboursement de la dette. Et donc ils ne se sont pas appuyés sur nos travaux alors que nous avions officiellement une collaboration. C'est-à-dire que 2 orientations étaient défendues et appliquées simultanément, l'une qui dominait parce que c'était l'orientation du chef du gouvernement, et l'autre qui était celle de la présidente du Parlement et de certains ministres du gouvernement de Tsipras qui s'opposaient aux concessions et aux mesures que Tsipras progressivement faisait. Notamment le ministre en charge des retraites bloquait toute concession aux créanciers, alors que Tsipras disait « je fais les concessions ». Le ministre de l'énergie, Panayotis Afazanis, disait « je refuse de privatiser le secteur de l'énergie », alors que Tsipras disait aux créanciers « on peut envisager la privatisation du secteur de l'énergie ». Donc on a eu, à l'intérieur du gouvernement grec et des institutions grecques, une situation de dispute, de contradiction et de tension. Et c'est finalement l'orientation du Premier ministre qui s'est appliquée et qui a donc débouché sur la capitulation de la Grèce face aux créanciers, puisque l'enjeu était pour les créanciers de démontrer à l'ensemble des peuples d'Europe qu'il n'est pas possible d'élire un gouvernement proposant de rompre avec l'austérité. Il fallait démontrer au peuple grec, mais surtout à tous les peuples d'Europe, qu'il est impossible de suivre la voie qui était initiée par le peuple grec ayant porté Syriza au gouvernement. Et effectivement, pour vous comme pour moi, et évidemment d'abord pour la population grecque, cette capitulation va avoir un impact historique. Car effectivement, il y a là une défaite de la population grecque qui peut avoir, et j'espère que l'effet sera limité, mais qui peut avoir ou aura certainement sur une série de partis qui ont gagné d'influence. Je pense ici à Gauche Unie en Slovénie, je pense évidemment à Podemos en Espagne, je pense à une série d'organisations qui effectivement ont connu des développements ces dernières années comme gauche radicale ou nouvelle gauche radicale. L'impact risque d'être qu'il n'est pas possible de se battre et de promettre la rupture avec l'austérité, car le cadre européen ne le permet pas. Et donc le risque, c'est, alors qu'il y a déjà une tendance à l'autolimitation des propositions et du programme, une plus grande autolimitation. Alors, est-ce qu'un autre scénario était possible? Il était possible et nécessaire. Je pense que le 20 février, au lieu de signer cet accord funeste
par lequel la Grèce s'engageait à respecter le calendrier de paiement et à soumettre des propositions de réforme aux créanciers dans le cadre du mémorandum, du deuxième mémorandum, dont la conclusion a été reportée au 30 juin 2015, une autre orientation aurait dû être appliquée et pouvait être appliquée, à savoir, Tsipras aurait pu dire « Ça fait 3 semaines que nous négocions, vous ne nous faites pas de concessions. Nous sommes engagés vis-à-vis de la population grecque à rompre radicalement avec l'austérité et à trouver une solution avec vous sur la dette. Vous ne nous offrez pas de solution sur la dette, nous prenons une mesure de protection, une mesure d'autodéfense, en nous appuyant sur un règlement européen que vous avez vous-même voté. » Effectivement, un règlement adopté par le Parlement européen le 21 mai 2013 contient à son article 7 le point suivant. Un État soumis à une aide financière et à un programme d'ajustement structurel réalise un audit intégral de sa dette afin d'expliquer pourquoi sa dette a atteint un niveau trop élevé et afin de déceler des irrégularités éventuelles. Tsipras aurait pu dire « J'applique ce règlement, je lance un audit et pendant la durée de l'audit, je suspends le paiement de la dette. Je ne passe pas à la répudiation immédiate de la dette. J'applique le règlement européen, je fais l'audit que Samaras n'a pas fait, mon prédécesseur comme chef de gouvernement. Moi, j'applique le règlement, et pour que j'ai le temps de l'appliquer, il me faut un certain nombre de mois, on verra le temps qu'il me faut, et pendant ce temps-là, je suspends le paiement de la dette. Au bout du processus, on verra quelle partie de la dette est illégitime, illégale, insoutenable, odieuse, et quelle est l'autre partie. Première mesure qu'il aurait fallu prendre. Si Tsipras avait suspendu le paiement, comme c'est le cas lorsque des pays comme l'Équateur ont suspendu le paiement, on change le rapport de force. Si vous êtes un débiteur et que vous continuez à rembourser votre dette, vos créanciers n'ont aucun intérêt à négocier avec vous une réduction de votre dette. A fortiori, si votre dette est élevée. Par contre, si vous suspendez le paiement, si un gouvernement, si un pays suspend le paiement, comme l'Équateur l'a fait à juste titre en 2008, comme l'Argentine l'a fait en 2001, comme l'Islande l'a fait en 2008-2009, vous obligez les créanciers à être demandeurs d'une négociation. Donc ça, c'était la première mesure à prendre. La deuxième mesure à prendre, c'était de résoudre la question bancaire en Grèce. Les banques grecques sont insolvables. Les banques grecques reçoivent de manière permanente des dizaines de milliards pour être capitalisées. Elles ont reçu jusqu'ici plus de 50 milliards d'injections de capitaux. Et elles restent en faillite virtuelle parce qu'on ne prononce pas la faillite. Il faut prononcer la faillite des banques privées grecques et créer une bad bank et socialiser le secteur bancaire pour le remettre au service de l'économie. Je sais que vous avez eu ici une restructuration bancaire, des nationalisations et un nouveau programme de privatisation qui est en cours. Je suis évidemment pour une mise en faillite des banques avec protection des déposants, ce qui est tout à fait... et perte totale pour les actionnaires privés, pour les grands actionnaires privés, avec relance du secteur bancaire et mise au service du secteur bancaire de l'économie réelle, pour de l'investissement et pour du crédit à la population et au pouvoir public pour relancer l'activité économique. Donc deuxième mesure, résoudre la crise bancaire grecque. Troisième mesure, face
aux difficultés de liquidité, création d'une monnaie complémentaire à l'euro, une monnaie électronique. J'ai défendu cette proposition depuis longtemps et dans la dernière ligne droite au mois de juin, Yanis Varoufakis lui-même a repris cette proposition et a travaillé secrètement avec quelques conseillers à essayer de préparer cela. Il était déjà fort tard et il en a été empêché finalement par Tsipras qui n'a pas voulu d'une monnaie complémentaire. Il était parfaitement possible de mettre cette monnaie complémentaire en circulation à partir de février, donc de rester dans la zone euro en créant une monnaie complémentaire pour toute une série d'opérations, y compris d'opérations consistant à augmenter les salaires et à augmenter les retraites. Avoir une monnaie complémentaire électronique via le téléphone portable. Par exemple, l'État pouvait verser un montant de 100 € aux retraités ou aux bénéficiaires d'aide publique ou aux salariés via une augmentation salariale, un crédit de 100 € qui peut dépenser pour payer les impôts, pour payer les transports publics, pour payer la facture d'électricité, la facture d'eau, et également faire des achats dans les commerces. Bon, on pourra revenir éventuellement là-dessus dans la discussion. Cette